Bonjour, bienvenue aux conférences mensuelles du RQSPAL. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Déborah Omil, qui est professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, et Hélène Champagne, qui est professeure à la faculté de théologie de l'Université Laval. Aujourd'hui, ils vont nous entretenir, en fait, sur un projet le titre est Les transitions en contexte de soins palliatifs pédiatriques, une revue de la portée. Sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci, mesdames. Merci à vous. Merci pour l'invitation du RQSPAL pour cette opportunité de vous partager les fruits de notre recherche qui a été faite dans le cadre d'un soutien aussi offert par le SQSPAL. On va le mentionner tout à l'heure. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Déborah, qui a collaboré avec nous, mais il y a toute une équipe derrière cette présentation. Donc, José Chénard de l'UQO, Chantal Simard de l'UQAC, Aline Bogossian de Montréal, Déborah, Véronique de l'UQAC, Marco Bonanno de l'hôpital Sainte-Justine, Marianne Olivier d'Avignon de l'Université Laval. Et ont aussi collaboré à la recherche Gabriel Fortin de U-Laval, Frédéric Bergeron, bibliothécaire à U-Laval, qui a été de bons conseils là, pour nous aider du côté méthodologique, mais aussi Janie Gauthier-Boudreau à l'UQAC, M. Dufour, Richard Dufour à Laval, et on a eu aussi le soutien d'une auxiliaire à la recherche, Frédéric Bonenfant, qui a travaillé pendant une courte période avec nous également. Alors, merci à tous ces participants, à notre équipe. Vous allez voir, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a réalisé et non pas en petit nombre, comme on le fait parfois là, dans ce genre de revue. Nous avons obtenu un soutien financier du RQSPAL, que nous remercions chaleureusement pour cela. Ça date déjà de 2021. Alors, on vous donne quelques informations là-dessus. Il y a la chaire Religion, Spiritualité aussi et Santé qui a collaboré par le soutien d'auxiliaires. Nous déclarons que nous n'avons aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation. Donc, un peu comme j'en faisais allusion tout à l'heure, ce projet est né de l'Axe 2 en pédiatrie, déjà autour de 2020, alors qu'on parlait de chantier, qu'on mettait en œuvre les travaux des axes. Et c'est José Chénard qui est à l'origine de la rédaction de ce projet, qu'on a travaillé aussi en équipe, mais c'est vraiment José qui était le maître d'œuvre de cette première mouture, si vous voulez. Et la subvention du RQSPAL a été obtenue en 21. Nous étions tous intéressés par les questions ou par les expériences, dans le fond, plutôt que les questions de transition vécues par les enfants et les jeunes dans leur parcours en soins palliatifs pédiatriques. Or, justement, ces questions de transition là, posaient problème dans certains cas. Mais avant d'aller directement au cœur du sujet, j'aimerais donner quelques précisions là, sur le contexte des soins palliatifs pédiatriques, qui est la caractéristique de notre axe. Donc, comme tout le monde sait, les soins palliatifs ne concernent pas seulement les soins de fin de vie. Et c'est particulièrement vrai dans le cadre de notre projet, puisque les enfants qui sont suivis en soins palliatifs pédiatriques le sont parfois durant plusieurs années. On a suivi les normes en matière de soins palliatifs pédiatriques données par le ministère Santé et Services sociaux. Je vous donne quelques indices tout de suite là-dessus. Je reviendrai sur la diapo. Alors, le ministère de la Santé propose différentes façons de regrouper là, les enfants, d'identifier les enfants qui sont en soins palliatifs pédiatriques. Ils sont en 6 groupes, des groupes présentant des conditions pour lesquelles un traitement est possible, mais pour des périodes d'incertitude, on a besoin de soins palliatifs. Des conditions où une mort prématurée est inévitable, encore là, peut-être des soins intensifs, mais palliatifs. Des conditions progressives sans espoir de guérison pour le groupe 3, des problèmes neurologiques graves accentuant leur vulnérabilité et faisant en sorte que parfois ils sont atteints ils vivent d'autres complications ou d'autres maladies. Et le groupe 5, nouveau-nés dont l'espérance de vie est très limitée. Donc, dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes intéressés tout particulièrement à ces 5 premiers groupes. Il existe aussi un 6e groupe qui concerne plus des enfants, pas des enfants, mais des familles qui ont vécu le deuil d'un enfant. Donc, ils sont aussi, nous sommes attentifs là, en soins palliatifs pédiatriques à ces parents aussi. Donc, je reviens à ma diapo précédente. Donc, notre recherche se développe dans le cadre de ces normes-là.
Et un peu comme je le mentionnais, les enfants en soins palliatifs pédiatriques sont suivis parfois pendant de longues années. De plus en plus de ces enfants ont des conditions complexes, ce qu'on a repéré tout à l'heure. Et ces conditions complexes, parfois génétiques, sont liées à des maladies rares, parfois des maladies orphelines, parfois il y a plusieurs systèmes qui sont atteints. Et les technologies permettent de leur offrir une meilleure qualité de vie, de leur offrir aussi une plus longue espérance de vie, une meilleure espérance de vie. Il y a un meilleur contrôle des symptômes, si bien que ces enfants-là vivent de plus en plus longtemps, ont parfois même la possibilité de vivre jusqu'à l'âge adulte, d'où, entre autres, un des enjeux de transition là, que nous allons aborder. Pour aborder les transitions, un modèle se présentait à nous qui nous a été proposé par des collègues du groupe et qui vient de Mélaise. Donc, il est très connu, en particulier en sciences infirmières. Il y a donc plusieurs transitions qui sont proposées, des catégories de transitions. Transition développementale, transition situationnelle avec différents exemples de situations possibles quand on est en congé de l'hôpital, relocation, immigration, éducation, des transitions qui concernent la santé ou la maladie et des transitions organisationnelles. Une première réflexion ou une première tentative de mise en œuvre de notre plan de recherche, si vous voulez, nous avait fait porter attention sur ce modèle, mais en même temps ne correspondait pas exactement à notre expérience terrain, notre expérience clinique, si vous voulez. Dans notre recherche, nous avions anticipé différentes transitions dans les soins, d'une unité à l'autre, de l'hôpital à la maison ou vice-versa, d'un milieu de soins pédiatrique à un milieu de soins adulte. Nous avions anticipé des transitions développementales aussi, passage de l'adolescence à l'adolescence, à la vie adulte, d'autres stades développementaux. Transition familiale, nouveaux membres de la fratrie, reconfiguration de l'unité familiale ou l'approche de la mort. Donc, c'est ce qu'on s'attendait à trouver et c'est ce qu'on a mis dans notre requête pour la recherche également. Donc, nous voulions inclure le plus large ensemble de transitions possibles pour voir ce qui s'écrivait dans la littérature à ce sujet-là. Observation clinique, des défis dans la continuité et la coordination des soins lors des transitions en soins palliatifs pédiatriques. Le cas classique, c'est un enfant suivi en milieu pédiatrique qui atteint l'âge adulte, qui est transféré dans un hôpital adulte et qui n'a pas les mêmes services, n'a pas le même soutien familial, les situations aussi de ces enfants avec des maladies complexes qui se retrouvent en soins palliatifs adultes, bien, leurs conditions médicales sont moins connues des médecins qui s'adressent habituellement à une clientèle adulte. Alors, il y a des liens, des ponts, des jonctions qui sont beaucoup plus fragiles, si vous voulez. Accès hétérogène aux soins, qui était observé aussi par des collègues ou par la recherche également. Donc, selon les milieux, selon les services offerts, transition vers des soins adultes souvent ciblés comme problématiques. Dans son plan de développement 2015-2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait identifié comme un élément pour lequel il fallait être vigilant, cet élément de transition là. Donc, il faut en tenir compte. Les soins palliatifs et de fin de vie s'inscrivent dans un continuum de soins où les besoins et les choix des personnes sont placés au cœur de la planification, de l'organisation et de la prestation des services. C'est repris cette phrase-là à plusieurs reprises, justement, mais le mot important dans cette phrase, pour ma part en tout cas, et pour l'équipe, c'était continuum de soins. Comment s'assurer qu'il y ait continuité et cohérence dans ce service-là, dans cette prestation-là. Alors, après plusieurs échanges pour clarifier entre nous notre définition, notre compréhension de la transition, la compréhension des besoins, l'organisation de notre travail, nous en sommes venus à notre question de recherche, évidemment. Quel est l'état des connaissances au sujet des différentes expériences de transition vécues par les enfants et les jeunes adultes en soins palliatifs pédiatriques selon leurs perspectives et celles de leur famille? Plusieurs termes importants. D'abord, non seulement la transition, étudiée comme un objet, mais vraiment l'expérience de transition, donc dans sa perspective subjective. Parce que nous étions à l'affût de ce que les jeunes diraient
eux-mêmes de cette expérience, comment ils la vivent de leur perspective, et non seulement celle de leur entourage. Par les enfants et les jeunes adultes. Donc, notre recherche, évidemment, les enfants couvre jusqu'à 18 ans. Nous sommes allés un peu plus large parce que des jeunes adultes, par exemple, jusqu'à 25 ans, si mon souvenir est bon, je ne sais pas si Déborah se rappelle là, ce détail important-là, mais des jeunes adultes peuvent raconter la transition qu'ils ont vécue du passage de la pédiatrie à la vie adulte. Donc, parfois, certaines recherches s'adressaient aussi à des jeunes adultes. On les a inclus dans notre recherche selon leur perspective lorsque c'est possible et évidemment celle de leur famille. Question secondaire, comment se définissent les transitions dans ces recherches-là, donc ces transitions vécues en soins palliatifs pédiatriques toujours, et quelles sont ces transitions selon, selon la littérature? Les types de transitions, est-ce qu'il y a d'autres modèles, par exemple, que celui de Mélisse? Je laisse la parole à Déborah. Oui, alors bonjour. Moi, je vais vous parler davantage des aspects méthodologiques là, du projet de recherche. Donc, on a procédé à une revue de la portée qui va suivre différentes étapes. Puis bon, ben, la première étape, identification de la question de recherche, vous l'avez vu, Hélène vient de vous la présenter à la question précédente. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, quand on veut faire une revue de la portée pour les personnes qui sont pas, qui ne sont peut-être pas familières, c'est un type de synthèse des connaissances qui cherche à mobiliser donc une approche qui est systématique et itérative pour identifier et synthétiser un corpus d'écrits existants ou émergents sur un sujet donné. Donc, l'objectif d'une revue de la portée, c'est dans le fond de cartographier c'est quoi l'étendue. On parle d'une revue de la portée parce qu'on veut essayer de cartographier la portée et puis la nature des écrits empiriques qui sont disponibles. Puis pourquoi on voudrait faire ça? Ben, dans le but, dans le fond, de déterminer les éventuelles lacunes qu'il y aurait dans les écrits scientifiques. Puis dans notre cas, c'est les écrits qui portent sur les expériences de transition en contexte de soins palliatifs pédiatriques. Donc, vous avez vu notre question de recherche. Pour répondre à cette question-là, on a commencé par identifier des études pertinentes selon différents critères d'éligibilité. Donc, on voulait évidemment avoir des enfants de 0 à 18 ans qui avaient besoin de soins palliatifs pédiatriques en raison d'une condition médicale complexe. On s'intéressait à l'expérience psychosociale et spirituelle de tout type de transition. Donc, c'était pas, on s'intéressait pas à l'expérience biomédicale, c'est vraiment l'expérience psychosociale et spirituelle qui nous intéressait. Un petit peu plus tôt, Hélène vous a présenté le tableau des standards de soins palliatifs pédiatriques. Donc, on incluait les groupes 1 à 5, donc avant le décès. C'est cet élément-là qui n'a pas été considéré. Donc, comment on a procédé concrètement? Par un minimum de 2 personnes par équipe, on a épluché d'abord les titres et résumés de 2065 articles. D'abord, c'est ça, dans un premier temps, on a utilisé ces critères d'éligibilité sur la base donc de l'article et du titre et du résumé. Ensuite, on l'a fait sur l'article au complet. On avait évidemment des discussions quand il y avait des désaccords. On a utilisé l'application Covidence pour nous soutenir dans tout ce processus, ce qui nous a permis d'arriver à 72 études retenues, ce qui est quand même assez costaud. On a appris là pour une revue de la portée. Ensuite, on a présenté les résultats. C'est ce que je vais faire dans quelques minutes. On a présenté les résultats à l'aide d'une grille d'analyse qui a été développée par l'équipe de recherche. Donc, chacune des 72 études a été extraite aussi. Les résultats de ces études ont été extraits donc par une grille d'analyse qui était toujours la même, qui était systématique, ce qui nous a amené ensuite de réaliser une synthèse et une communication des résultats auxquels on va venir aussi dans une prochaine étape. Et tout a été toujours réalisé par un minimum des équipes d'au minimum 2 personnes, mais pour s'assurer toujours d'avoir la plus grande rigueur et la plus grande systématicité tout au long du processus. Donc, quand je vous décris tout ça avec la grandeur de l'équipe et dans le fond, le niveau de détail et d'implication relatif aux différentes étapes, vous comprendrez peut-être pourquoi on a commencé en 2021, qu'on a le plaisir de vous présenter des résultats préliminaires en 2024.
Donc, j'allais changer la présentation, Hélène, merci. Donc, juste pour rapidement, là, pour le tableau Prisma, dans le fond, qui a été sorti par Covidence, donc 2065, il y avait un doublon. Dans un premier temps, on avait donc ces 2064, on a pu en exclure une grande partie, donc 1811 à partir du titre et du résumé. Ensuite, il nous en restait 253 à évaluer à partir du texte complet. On en a exclu à cause des mauvais types de documents. Il y en a certaines qui n'étaient pas un vécu psychosocial ou spirituel. Ça parlait pas de transition. On n'était pas dans les soins palliatifs pédiatriques. Et dans certains cas, on s'intéressait uniquement l'étude portait uniquement sur les aspects physiopathologiques, ce qui ne nous convenait pas. Donc, on s'est retrouvé avec 72 études. Fait que là, ces 72 études, pour vous donner une brève idée, là, je vais passer sur quelques résultats parce que ben là, on veut pas non plus prendre tout, tu sais, on a juste une heure du lunch, donc on va pas pouvoir s'éterniser. Donc, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires, mais sachez, si vous voulez en savoir plus, bon, d'abord, vous pourrez nous poser des questions à la fin, mais en plus, l'article est actuellement en révision. L'article complet est actuellement en révision, donc il va sortir très, très prochainement, puis vous pourrez aller avoir accès à la totalité des résultats si vous le souhaitez. Donc ici, simplement pour vous montrer dans le fond la date de publication des études en 2005, puis on voit que ça va crescendo. Hein. Entre 2000 et 2004, 5 études. En 2005-2009, on a eu 7 études qui ont été publiées. 2010, 2014, 18. 2015, 2021, 42. Donc on voit que c'est quelque chose qui est un intérêt qui est en émergence. Les personnes répondantes, ça aussi, dans notre grille, c'est quelque chose qu'on est allé investiguer. Qui sont les personnes qui ont été contactées ou qui ont été incluses dans les échantillons des différentes études que nous avons analysées? Ça surprendra peut-être pas dans un contexte de soins palliatifs pédiatriques que la grande majorité des études ont été réalisées auprès de parents d'enfants qui sont en soins palliatifs pédiatriques. Juste après, les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes malades, comme le mentionnait Hélène, des fois on débordait un tout petit peu du 18. Moi aussi, j'ai le 25 ans en tête pour lorsqu'ils parlaient de leur expérience de transition. Les parents seulement, avec un petit S maladroit, toutes mes excuses. Les personnes professionnelles de la santé, il y en avait 19 études. Famille et proches, les grands-parents ou les amis proches. Seulement les enfants malades, 7. Caregivers, qui n'était pas toujours très bien défini, puis qu'on a gardé en anglais parce que ça se traduit mal. Justement, comme il était mal défini dans les études, on a eu de la difficulté à le traduire. Dans certains cas, les mères seulement, et une étude portait en particulier sur les personnes qui travaillent en milieu scolaire. Est-ce que je peux me permettre juste un commentaire, Déborah? Vas-y, vous aurez vas-y. remarqué que le nombre dépasse 72 et justement parce qu'il y avait des recoupements, là, évidemment. Oui, tout à fait. Merci. D'ailleurs, je pense que c'est toi qui enchaînes. Non, j'avais encore à vous parler des transitions. C'est ça, exactement. Donc, on arrive aux quatre catégories de transition qu'on vous a présentées plutôt en fonction du modèle théorique de Mélis. Donc, on a réussi à faire émerger 4 catégories principales de transition qui délimitent, dans le fond, les expériences des enfants et de leur famille. Si on regarde le tableau, la première catégorie concerne la transition vers l'âge adulte. Donc, la deuxième concerne les changements dans l'environnement de soins. La troisième se concentre sur les transitions qui sont associées à la maladie elle-même. Et la quatrième concerne l'intégration au milieu scolaire. C'est intéressant, c'est important de noter, là, comme Hélène le disait à la diapo précédente, là, qu'un article peut couvrir plusieurs types de transitions. Plus précisément, par exemple, on regarde que la transition vécue lors du passage à l'âge adulte est abordée par 16 articles. C'est ça, je me trompe pas? Mm-hmm. Non, oui, c'est ça, 16 articles. Parce que j'ai ma fenêtre qui se chevauche, fait que je voyais pas la droite. Donc, pour les transitions dans l'environnement de soins,
La transition de l'hôpital au domicile est abordée dans 19 articles. La transition d'enfants ou d'adolescents entre les soins intensifs et les soins aigus ou vice-versa est abordée dans 6 articles. La transition entre divers environnements est abordée dans un seul article. Et il y a aussi un seul article qui parle de la transition liée à une maison de soins palliatifs dans un contexte, par exemple, de répit familial. Donc, la catégorie qui est liée à la maladie englobe 4 sous-catégories. La transition en lien avec le développement de l'enfant ou de l'adolescent, 4 articles. L'organisation et la planification des soins, 12 articles. La trajectoire de soins, 11 articles. Et la fin de vie, la mort et le deuil, 1 article. Et puis, intéressant aussi, l'intégration en milieu scolaire, c'est quelque chose qui a été abordé seulement dans un seul article. Voilà, cette fois-ci, officiellement, je te repasse la parole. Bien, alors, comme vous aurez remarqué, il y a des nuances un peu entre ce qu'on avait anticipé ou bien les catégories proposées par Mélès et ce que les articles nous ont révélé. On a vraiment travaillé fort et ça a été l'objet de plusieurs échanges entre nous, mais on a préféré y aller de façon inductive et vraiment nous laisser instruire là, par ce qui était déjà dans la littérature. Beaucoup d'importance, comme vous le voyez, accordée au changement de milieu de soins. Et on peut voir dans les articles aussi, là, je me permets de l'ajouter, ce n'était pas dans nos notes, mais l'inquiétude qui est liée à ça, hein, de la part des enfants, de la part des parents. Quand ces transitions-là ont lieu, ben, c'est un ajustement, mais c'est un ajustement qui parfois est insécurisant selon ce qui est rapporté, là. Évolution de la maladie ou de la condition médicale, évidemment, ça aussi, c'est un autre élément important. Donc, il n'y a pas seulement le passage de l'âge à l'âge adulte qui est traité et puis auquel on pourrait ou on souhaiterait ou on devrait, peu importe, là, porter attention. Alors, pour notre discussion, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, un intérêt grandissant en recherche pour l'expérience de transition. Là, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Déborah l'a montré, les recherches vont en ordre croissant de façon notoire. L'avancement des technologies médicales, on l'a mentionné aussi, permet une meilleure qualité de vie, une plus longue espérance de vie pour les enfants. Ça fait aussi qu'il y a plus d'enfants suivis en soins palliatifs, plus de ces enfants-là qui atteignent l'âge adulte, donc le besoin de la recherche se fait sentir. Il y a aussi la création d'équipes de recherche sur les transitions qui apparaît dans le décor. Il y a des hubs qu'on appelle en anglais qui existent aux États-Unis, au Canada, entre autres. Là, on a pu en identifier quelques-uns. Et ça aussi, ça illustre l'intérêt puis l'importance de ce sujet. Pour un autre élément de notre réflexion, dans l'ensemble, on a remarqué un flou dans les définitions, en particulier sur les transitions, mais pas seulement. Justement, quand on cherchait comment les auteurs définissaient les transitions, on a abouti à un grand nombre de caractéristiques. On a un tableau là-dessus aussi qui sera publié dans le Journal of Palliative Care, qui est en révision. On espère que ce sera dans cette revue, évidemment. Donc, il y a la plus grande observation qu'on pourrait faire là-dessus, là, en grande ligne, c'est que le français permet de distinguer transfert et transition. Il y a un grand nombre d'articles qui parlent plutôt de transfert. Excusez-moi. Où est-ce qu'on va même, on a éliminé ces articles, mais où est-ce qu'on va parler plutôt de déplacement par ambulance? Alors, quand c'était le cas, on n'a pas tenu compte de ces articles-là. Quand il s'agit de transfert d'une unité à l'autre, certains des articles que vous avez pu remarquer là, tout à l'heure, on en a parlé, on les a conservés parce qu'il était question justement de l'expérience des enfants et de leurs proches. Nous rapportons 4 catégories de transition. Vous l'avez mentionné, vous avez vu tout à l'heure, vers l'âge adulte, l'environnement de soins, l'évolution de la maladie ou l'intégration au milieu scolaire. Dans les recherches qu'on a pu lire, qu'on a pu examiner, on a remarqué des éléments complémentaires. Puisqu'on fait une revue de la portée, excusez-moi, je vais vraiment prendre le temps de... On a vraiment essayé d'être attentif à ce qui demandait plus de précision, des recherches complémentaires. Quelles étaient les lacunes? C'est ce que Déborah a mentionné tout à l'heure dans la recherche existante. Et d'une façon générale, on dirait que la complexité des situations abordées, elle semble ignorée. Les études portent sur des transitions isolées.
Alors, c'est parfois nécessaire pour bien cerner une situation ou un contexte, mais en même temps, ces transitions-là, elles sont souvent multiples. Un même enfant peut à la fois arriver à l'adolescence, vivre une situation où est-ce qu'il passe aux soins intensifs. Quelques semaines plus tard, il retourne à la maison, une nouvelle crise, il retourne aux soins intensifs. La famille est préoccupée, arrive un drame. Alors, toutes ces situations de transition peuvent être concomitantes, se complètent, se complexifient entre elles. Les processus de changement, donc ce qui se vit dans ces transitions-là, et non pas juste le passage de l'un à l'autre, mais ces adaptations justement nécessaires pour vivre les transitions sont peu abordées. Les contextes dans lesquels elles se vivent sont peu abordés. On ne tient pas compte non plus des variations dans les besoins des enfants et de leur famille. Peut-être on pourrait envisager, par exemple, les besoins sociaux différents, les besoins d'éducation différents, les besoins géographiques différents. C'est pas abordé à notre connaissance là, de ce qu'on a vu des 72 articles. Peu d'informations, peu de détails sur le vécu, l'expérience des enfants comme tels. Alors, bien sûr, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'articles qui traitent des enfants, qui abordent les enfants comme répondants, mais dans l'ensemble, il est peu question de leur expérience comme telle. Alors, on aurait besoin d'une plus grande diversité de personnes répondantes, participantes à ce genre de recherche. Entre autres, on a remarqué une sous-représentation des pères. Plusieurs fois, c'était la mère ou des femmes qui répondaient pour elles-mêmes et ou pour leurs enfants. On aurait besoin peut-être aussi d'avoir une perspective sur la famille élargie. Les articles qui traitent de la fratrie sont, somme toute, assez minoritaires, très peu nombreux. Il n'est presque pas question de grands-parents, donc ça aussi, ça serait important. Souvent, on sait que les grands-parents sont des appuis précieux là, comme proches aidants pour les familles. Alors, ça serait bien de pouvoir mieux en tenir compte. Dans l'ensemble de toutes ces recherches, ça nous apparaissait incontournable de souligner que c'était nécessaire de mieux écouter la voix des enfants, que c'est d'abord eux qui sont concernés, de rendre compte de leur agentivité. Et alors, ils sont souvent décrits comme récipiendaires des soins. Et on peut comprendre que ça peut être parfois complexe s'ils sont en soins intensifs, s'ils sont aussi dans un contexte de maladie complexe où ils sont hautement handicapés, avec plusieurs handicaps simultanés. Peut-être que la communication est plus complexe. Alors, il faudrait considérer d'autres types de communication qu'un questionnaire ou qu'une communication verbale. Ça peut être par le dessin, par l'expression corporelle, ça peut être par des expressions émotives. Trouver, peut-être justement, il pourrait y avoir lieu de faire de la recherche pour développer ce genre d'informations, de contact avec ces enfants. Donc, reconnaître leur agentivité, les considérer comme des sujets actifs et non pas seulement passifs, et varier les formes d'expression pour les consulter. Alors, voilà pour la discussion. On y va assez rondement. On vous laissera du temps là, pour les questions, bien sûr. Les limites de notre recherche, le temps nécessaire au travail collaboratif et consensuel. C'est à la fois une limite et une force. Déborah l'a mentionné tout à l'heure. Vous avez vu aussi au début de la présentation que nous sommes une équipe de plus que 12 collaborateurs, 12 chercheurs, vraiment. Et ça a été un plaisir. Ça a été à la fois exigeant, mais précieux, riche et formidable de pouvoir travailler ensemble de cette façon. Donc, pendant tout le processus, l'ensemble des chercheurs là, a été actif avec les aléas de la vie, bien sûr, mais ça n'a pas été le travail d'une seule personne ou d'une équipe, sous-équipe, si vous voulez, qui s'est fait aider des autres. On a vraiment travaillé cela et c'était notre souhait à toutes et à tous de façon consensuelle, de façon collégiale. Et alors, bien sûr que ça ajoute un peu de lourdeur puisqu'il faut prendre le temps de s'entendre sur les concepts, sur les façons de faire, sur la méthode, sur les orientations. Mais je pense que ça a porté son fruit aussi. En tout cas, c'est ma perception. Donc, nombre limité de bases de données examinées. Bien sûr, durant le temps que s'est passée notre recherche, la recherche elle-même au sujet des revues de la portée s'est décuplée. Alors, les méthodes se sont perfectionnées, les approches aussi. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il aurait été profitable de consulter plus de bases de données que ce que nous avons fait. Nous en avons consulté 3. Aujourd'hui, on considère ce genre de recherche le plus avec 6 ou 8. Ben, voilà.
Durée de la recherche, plus que 2 ans, évidemment, c'est une limite. Mais je crois que les résultats de notre recherche valent tout de même la peine d'être diffusés, de rayonner. Et c'est pour ça qu'on continue là et qu'on est heureux de vous les présenter aujourd'hui. Recommandations, ils sont de différents ordres. D'abord, recherche clinique et pratique professionnelle. Qu'est-ce qu'on tire de la recherche? Qu'est-ce qu'on tire aussi de nos expériences communes en lien avec les transitions? Plusieurs des collaborateurs et des chercheurs là, que nous étions avons aussi de l'expérience clinique. Donc, au sujet des personnes, mieux prendre en compte la voix des enfants. On l'a mentionné, mais on ne le dira jamais trop. Se rendre attentif aux autres membres de la famille, pères, grands-parents, fratries, hein. Les mères aussi, bien sûr, mais pas seulement elles. Au sujet des réalités étudiées, d'être attentif un peu plus aux concepts et de bien les définir, alors que ce soit bien fait là, dans chacun des articles. Qu'est-ce qu'on entend par transition? Éviter la confusion entre transfert et transition. Mieux tenir compte de la complexité des processus et éventuellement développer des perspectives plus transversales. Ça pourrait être intéressant d'avoir, par exemple, des études de cas où est-ce qu'on peut suivre un enfant, où on peut se représenter justement là, au fil des ans toutes ces expériences de transition auxquelles les enfants sont confrontés, hein, qu'ils doivent traverser pour s'adapter à leur situation et aux soins qu'ils reçoivent. Alors, si on met tout ça ensemble, le portrait serait probablement étonnant. Recommandations, on se permet aussi des recommandations aux organisations de la santé de développer des politiques qui adoptent une approche plus écosystémique, plus intégrative et tenir compte des enfants et de leur environnement. Donc, justement, si on tient compte de ce contexte de transition entre soins pédiatriques, soins adultes, ou bien même entre les soins pédiatriques et la maison, par exemple, où est-ce qu'il y a des soins à domicile. Donc, que toute cette approche soit plus systémique, soit plus comment dire, réseauté, hein, qu'il y ait une communication dans le fond et qu'on puisse le penser globalement et non pas juste de façon morcelée. Ça serait vraiment un plus, étant donné justement que ces transitions sont des points de vulnérabilité. Tenir compte de la famille dans les interventions pédiatriques, mais sans oublier l'importance à accorder aux enfants. Je me souviens quand j'ai commencé en pédiatrie, c'était un des premiers commentaires qu'on m'avait fait. Quand on est en pédiatrie, une des caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas seulement un patient ou une patiente, hein, il y a toute la famille qui est présente. On est déjà en mode systématique, en mode systémique. Favoriser une approche qui intègre l'environnement des enfants au niveau micro, méso et macro. Donc, l'environnement social, l'environnement éducatif qu'on oublie trop souvent, un seul article sur le système de l'éducation, etc. Voilà, nous y sommes allés rondement. Nous vous remercions pour votre écoute. Quelques références bibliographiques, mais bien sûr, les 72 articles seront, la liste sera diffusée là, dans la publication.